Bien, alors je vous propose de commencer pour pas trop qu'on empiète sur le timing, puisque c'est un sujet aussi intéressant, comme vous allez le voir. Alors peut-être ces quelques mots en avant-propos. La notion d'insertion, qui est intrinsèquement liée au concept de socialisation, est née et trouve ses racines à la fin des années 70, début des années 80. À cette époque, le chômage de masse oblige le gouvernement à repenser sa politique en matière d'emploi, et notamment à destination des jeunes. Alors peut-être que ceux qui étaient nés à cette époque et qui avaient un certain âge s'en souviennent, les autres non. Mais c'est dans ce contexte précis que le rapport de Bertrand Schwartz, dit rapport Schwartz, préconise un certain nombre de mesures pour, je cite, favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Et ces mesures sont encore existantes aujourd'hui. Puisqu'en effet, les années 80 voient par exemple naître les missions locales, les stages de formation, les contrats d'alternance ou encore les contrats aidés, qui sont des mesures existantes encore aujourd'hui. C'est également... contrat aidé, non, c'est vrai. En plus, je fais partie du milieu associatif et je suis directement impacté. Oui, voilà, effectivement, contrat aidé, on oublie contrat aidé. Alors c'est également à cette même époque qu'est mis en place le revenu minimum d'insertion, donc le RMI, qui est aujourd'hui connu sous le nom de revenu de solidarité active, le RSA. Mais ce qu'on peut constater, c'est que malgré tous ces dispositifs qui ont fait leur preuve aujourd'hui, l'insertion reste, 40 ans plus tard, grosso modo, encore un enjeu majeur de notre société. Si les dispositifs sont restés, la société, elle, a évolué. Et elle doit prendre en compte aujourd'hui de nouveaux enjeux qui sont d'ordre technologique, sociétaux, etc. Alors qu'est-ce que recouvre la notion d'insertion aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment intégrer les nouveaux enjeux que sont le numérique ou encore les nouvelles attentes des nouvelles générations dont le rapport au travail change? Et je suppose que vous avez également évoqué cette question ce matin sur la thématique jeune. Comment coordonner l'action des acteurs de l'insertion pour la rendre plus efficace? Quelle synergie à inventer, à développer? En somme, quelles innovations pour l'insertion? Donc c'est ce que nous allons découvrir dans le cadre de cette thématique. Et pour nous guider, pour nous donner de la matière, je vous demande d'accueillir donc nos intervenants, en commençant par Olivier Rouvière. Bonjour, donc vous représentez la métropole et vous êtes responsable du service mobilisation des entreprises et accès à l'emploi. À mes côtés, Patricia Gromicole, bonjour, vous êtes présidente d'Handyshare, donc vous nous présenterez rapidement ce qu'est Handyshare dans quelques instants. Et monsieur Bruno Doleati, vous êtes responsable régional des ressources humaines chez Expo Logistique et vous allez notamment nous présenter l'entreprise adaptée Logins. Et je précise, Expo Logistique est spécialisée dans le supply chain. On va dire grosso modo le supply chain. Je vais vous demander de les applaudir bien fort, s'il vous plaît. Comme ça leur donnera du courage, ça nous donnera du courage. Merci. Alors, première question que j'ai spontanément envie de vous poser, à qui voudra s'en emparer, pour bien définir de quoi on parle. C'est quoi l'insertion aujourd'hui? Vaste question, encore une fois, vous avez 4 heures. Qui veut commencer? Je vous en prie. Merci Patricia. Bonjour à tous. Alors l'insertion, je pense que ça dépend de quel côté on se place. Est-ce qu'on se place d'un côté purement réglementaire, institutionnel, ou est-ce qu'on se place plutôt dans la vraie vie? Sur l'aspect réglementaire, institutionnel, il y a des structures d'insertion qui sont plutôt des structures qui emploient des personnes qui vont être là sur des contrats à durée déterminée. Généralement, un contrat d'insertion, c'est jusqu'à 24 mois. Et donc, c'est là qu'on entend parler de ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Les structures d'insertion par l'activité économique, ce qu'on appelle les SIAE, les sociétés d'insertion, sont vraiment dans un coin bien précis et accueillent des personnes qui sont en rupture, on va dire, rupture professionnelle, quelle que soit la cause, que ce soit des personnes qui ont eu des problèmes financiers, problèmes de santé ou autres, des problèmes, je ne sais pas, d'alcoolisme ou d'addiction, quelle qu'elle soit. Et puis, il y a d'autres activités qu'on souvent ne met pas dans l'insertion, notamment c'est tout ce qui est lié au handicap, où on a là des structures qui s'appellent soit entreprises adaptées, soit ESAT, qui sont bien différentes. Un ESAT, c'est une structure qui fait partie du médico-social. Donc c'est un établissement et service d'aide par le travail. Voilà. Merci. Ça a remplacé ce que vous connaissez peut-être pour certains, qui s'appelait les CAT. C'est l'ancienne dénomination. Et les ESAT, eux, donc, n'ont pas des salariés, ils ont des usagers qui sont indemnisés en moyenne autour de 5% du SMIC, avec un financement de l'État quasiment à 100%. Et puis à côté, vous avez les entreprises adaptées. Comme son nom l'indique, on est régi par le Code du travail en tant qu'entreprise adaptée. Et vous avez donc des salariés qui ont une convention collective qui fonctionne comme dans n'importe quelle autre entreprise, avec un minima en termes de rémunération qui est le SMIC.
Et donc les deux, que ce soit des ESAT ou des entreprises adaptées, permettent notamment aux entreprises qui travaillent avec elles de s'acquitter pour partie de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Vous savez qu'il y a une loi, qui est celle du 11 février 2005, qui dit que toute entreprise de plus de 20 salariés doit avoir au moins 6% de salariés handicapés dans ses effectifs. Alors le handicap, souvent, on ne le met pas dans l'insertion, sur le plan purement réglementaire, alors qu'on voit souvent que sur des ESAT et des entreprises adaptées, surtout des entreprises adaptées, on a des personnes qui ont eu un accident de vie, un accident de parcours, qui peut être un problème financier, qui peut être un problème d'addiction, et en plus avec un handicap. Voilà. Donc c'était juste pour vous rappeler que les fonctionnements sont très différents. En SIAE, c'est des contrats, on va dire, temporaires, alors qu'en entreprise adaptée, notamment, les personnes sont en CDI chez nous. Donc c'est surtout le fonctionnement qui change. Maintenant, voilà, on a dissocié les deux. Pour moi, tout fait partie de l'insertion, tout au moins en ce qui concerne le débat de ce soir. Donc c'est ça, il y a une dimension... Enfin, on ne peut pas parler d'insertion économique sans parler d'insertion sociale. C'est indissociable, on est d'accord. Peut-être une réaction ou une autre définition, un complément ? Bruno Deléati. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais rebondir par rapport à ce que disait Madame. C'est que dans le cadre du groupe XPO, nous, on a un très fort engagement vis-à-vis de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise, où par des structures, on va dire, dites classiques, on va remettre le pied à l'étrier de personnes en grande exclusion. Donc, on a cité un certain nombre de personnes. Ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes en grande exclusion sociale, type des personnes SDF, ou également en situation médicale difficile. On parlait d'addiction tout à l'heure. Notre objectif, nous, c'est de pouvoir les remettre dans un contexte de travail, on va dire, classique, pas comme on pourrait trouver dans un ESAT. Et on a développé, nous, des partenariats avec une association qui s'appelle ARES, qui est spécialisée dans l'insertion des personnes en grande exclusion. Et on a créé une filiale au sein du groupe XPO en 2011, qui s'appelle Logins, et qui a pour vocation à remettre le pied à l'étrier à ces personnes-là au travers des métiers de la logistique. L'objectif est un tremplin social. Ils n'ont pas vocation à rester définitivement dans la structure Logins. C'est vraiment un tremplin social. Ensuite, on a la possibilité soit de les embaucher directement dans le groupe XPO sur des métiers de la logistique. Sinon, par la suite, ils ont la possibilité d'aller travailler dans d'autres structures. On a de multiples exemples où les gens ont été formés à la logistique, mais sont partis dans d'autres secteurs. Donc, nous, on est vraiment le pendant, je dirais, professionnel, économique de l'insertion sociale. Et pour nous, derrière le mot insertion sociale, c'est un parcours social. Il y a l'intégration, ensuite l'accompagnement social, pas uniquement un accompagnement professionnel, mais un véritable accompagnement social pour aider les gens notamment à trouver des logements, à remettre vraiment je dirais la vie courante au cœur de leur vie, et vie personnelle, pardon. Et ensuite, derrière, c'est de la formation, et pour tous ceux qui restent au sein du groupe XPO, c'est de la promotion sociale par la suite. C'est vraiment un parcours, c'est ça qu'on mène, nous, derrière le mot insertion. Donc l'idée que, pour compléter, Logins, en fait, c'est ce réapprentissage, on va dire, d'un certain nombre de codes, de savoir-être, justement, pour oui, être armé, entre guillemets, pour reprendre la vie en entreprise. Donc c'est ça l'accompagnement que vous évoquez. Voilà, nous c'est ça. Okay. Ce qui est important, c'est le savoir-être. Il y a le savoir-faire que l'on va donner, mais il y a le savoir-être à la base. Vraiment, de se lever le matin, de venir habiller correctement, raser, respecter les horaires, respecter une hiérarchie, respecter des consignes. Parfois, c'est très très difficile. Donc, cette structure Logins va le permettre d'avoir un parcours adapté avant de basculer dans le monde, on va dire, plus classique, professionnel. D'accord. Alors merci Olivier, si vous voulez bien vous prêter à l'exercice. D'un point de vue d'une institution comme la métropole de Lyon, c'est quoi l'insertion ? Ça représente quoi aujourd'hui ? Pour reprendre ce qui effectivement a été dit, la métropole de Lyon, juste peut-être pour en dire deux mots, parce que je ne sais pas si tout le monde sait bien ce qu'est la métropole de Lyon concrètement. C'est une collectivité nouvelle qui a été créée au 1er janvier 2015, qui est issue du regroupement de la communauté urbaine et du conseil général. C'est-à-dire que c'est une collectivité qui a l'ensemble des compétences des deux anciennes collectivités sur son territoire et qui est donc, pour les sujets qui nous concernent aujourd'hui, à la fois en charge du développement économique sur son territoire et en charge de l'insertion, puisque de par la loi RSA, elle est chef de file de l'insertion. Donc sur l'insertion, la métropole de Lyon, elle a à la fois un prisme particulier
qui concerne les allocataires du RSA, puisque c'est le public pour lequel elle a la compétence pleine et entière, et ça concerne sur notre territoire 39 000 foyers qui sont allocataires du RSA. Et c'est aussi tout le public en recherche d'emploi, en démarche d'emploi, qu'on souhaite accompagner dans le cadre de nos actions. Donc pour la métropole, c'est un vrai challenge, cette articulation qui vient d'être présentée par les deux personnes qui sont intervenues avant moi, c'est comment on rapproche effectivement les questions d'insertion des questions de développement économique. C'est-à-dire comment on permet à des personnes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi ou dites éloignées de l'emploi d'accéder à l'emploi. Et pour ce faire, nous, on souhaite vraiment s'appuyer très fortement sur les entreprises. Donc c'est des choses qu'on a travaillées, présentées au Conseil de métropole à 2 reprises. On a élaboré un programme métropolitain d'insertion pour l'emploi que vous pouvez retrouver sur le site de la métropole, qui a fait l'objet d'un travail avec plus de 500 partenaires, et un programme de développement économique qui s'appuie aussi sur ce programme d'insertion, où on souhaite vraiment s'appuyer sur le dynamisme de notre territoire pour les publics en insertion, en leur proposant des parcours qui leur permettent justement d'intégrer l'entreprise de manière différente par rapport à avant. Donc on peut imaginer la métropole en tant qu'institution comme un peu un chef d'orchestre, un créateur de liens entre les acteurs de son territoire. C'est exactement ça, c'est tout à fait à la fois le rôle qu'elle a par la loi, puisqu'elle est chef de file de l'insertion par la loi, et c'est encore plus vrai puisque c'est le rôle et le sens que c'est me donner la création de la métropole quand Gérard Collomb a souhaité, avec Michel Mercier, créer cette nouvelle collectivité. Elle s'est vraiment appuyée et basée sur ce lien développement économique et insertion, et comment on répond aux besoins de notre territoire, d'autant plus aujourd'hui avec une reprise économique qui ne doit pas laisser des personnes sur le côté. Merci pour ces compléments. Alors, Patricia, peut-être une question, et ça permettra de faire le lien avec la présentation de votre structure. L'impact du numérique aujourd'hui, on sait qu'il impacte notre société. Je pense qu'on l'a dit et redit dans le cadre de cette journée. On l'entendra encore un certain nombre d'années. En quoi le numérique impacte aujourd'hui l'insertion? Est-ce que c'est plutôt un levier? Oui, je pense que oui. C'est un levier. Alors, nous expliquer comment, et ça permet aussi de faire le lien avec Andy Scher. Alors oui, effectivement, pour moi c'est un levier. Alors vous dire un peu qui on est pour que vous compreniez. C'est une structure Andy Scher, moi que j'ai créée il y a 6 ans maintenant. J'ai fait le constat après 25 ans dans des grands groupes qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient un peu laissées sur le bord de la route lorsqu'ils avaient un accident de vie et qui n'avaient pas eu la chance de faire des études. Moi-même j'ai été concernée à 17 ans, j'ai pris le train pour aller passer des concours. Un train arrivait en face avec un conducteur ivre-mort à 7h du matin, il nous est rentré dedans. Et je me suis retrouvée sous un amas de ferraille. Donc ça ne se voit pas. Je fais partie des 85% qui ont des handicaps invisibles, mais je souffre en permanence du dos, de la tête. Et j'ai acquis à 17 ans quelque chose dont je me serais passée, qui était ma RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mais je dirais que... Ensuite, j'ai toujours essayé de me battre pour que ça ne se voit pas, parce que je n'avais pas forcément envie d'en parler sur le plan professionnel. Et qu'avec un bac plus 5, on se débrouille, ça se voit pas, on fait le maximum et on y arrive. Là-dessus, j'ai chopé 2 maladies auto-immunes en plus. Et il y a 6 ans, je décide de me dire, finalement, moi j'ai de la chance, je m'en suis sortie, mais il y a des personnes qui restent sur le bord de la route, qu'est-ce que je peux créer pour elles? Et j'ai créé Andy Scher, nous sommes 24 aujourd'hui, l'idée étant de permettre le retour à l'emploi de personnes touchées par un accident de la vie qui n'était pas prévu, donc par définition. Donc, et de proposer à nos clients des missions d'assistance aux fonctions support, c'est-à-dire tout ce qui est hors production, beaucoup de missions en ressources humaines, en achat, informatique, gestion ou marketing. Je vais vous étonner, mais on a des gens qui sont top. On a un ancien pâtissier, des anciennes aides-soignantes, un technicien de maintenance, une couturière, un menuisier. Le pari étant de dire ces gens-là, ils ont été obligés d'arrêter leur métier. Du jour au lendemain, tout s'écroule pour eux. Eh bien, on a fait le pari de les monter en compétences et d'être capable d'en faire des vrais pros. Aujourd'hui, au bout de 6 ans, on a 100% de clients satisfaits qui viennent nous chercher en priorité pour la qualité de ce que nous faisons, l'agilité et les valeurs de l'entreprise. Donc ça, je dirais que la première étape est gagnée en partie. Et c'est clair que, comme vous le disiez, pour arriver à ce challenge, donc on a le statut d'entreprise adaptée, on est sous agrément d'État, et pour arriver à relever ce défi, on a énormément de formation de nos salariés, on a à peu près 80 heures par an
et par personne. Moi, à titre personnel, je ne suis pas obligée de le faire, mais je vais voir les mairies. Demain, on est aussi à la métropole parce qu'on cherche en permanence des logements pour nos salariés. Ça, c'est un frein à l'emploi qui est énorme, hein, l'accès au logement. Et comme ce sont des personnes qui étaient au RMI devenues RSA, on a énormément de mal à trouver des choses pour eux. Donc voilà, du coup, dans ce contexte-là, c'est vrai que le numérique, pour répondre à votre question, je dirais que c'est quelque chose de fabuleux. Ça nous donne accès à des outils, à une façon de travailler. On est dans nos locaux à Limonest, mais on va travailler avec Schneider Electric à Grenoble, avec Solvay à Paris, et tout ça en restant dans nos locaux. Ça, c'est la magie du numérique, avec des connexions aux outils de nos clients. On va travailler sur des outils qui ont dû déjà dont vous avez déjà entendu parler, comme SAP, comme Oracle, etc. Et puis en plus de ça, c'est une façon de montrer, je pense à à la société, aux entreprises, qu'une entreprise, elle n'est pas égale à qu'une personne n'est pas égale à son handicap. Elle ne se définit pas que par son handicap, et elle est capable même de faire pas mal de choses. Et grâce au numérique, à la montée en compétences de nos équipes, on montre qu'effectivement, on peut être largement aussi bon que certains de nos clients, parfois meilleurs, hein, mais bon. À titre d'exemple, on a gagné fin 2016 le trophée national des startups qui a été créé par Google. Il y avait 317 startups. Handicher a eu le premier prix et on a bénéficié là d'une campagne de com financée par Google de 150 000 €. Donc, grâce au numérique, ça nous permet de faire des bons. Aujourd'hui, on a eu 3 clients qui nous ont appelés suite à cette campagne de com, enfin 3 prospects. Et donc, voilà, ça nous ouvre des portes. Et surtout, on veut faire changer le regard que les gens portent sur le handicap. Mais est-ce que ça suppose aussi que certains de vos salariés, certains de vos collaborateurs ne pourraient pas travailler sans numérique ? Du fait de leur handicap, ça nécessite trop d'adaptation et que sans numérique, ils auraient... Oui ou non ? Alors, pour l'instant, on est ouvert à tous les types de handicap. Il n'y a qu'un type de handicap qu'on n'a pas recruté, c'est le handicap mental. Donc des personnes qui ont des capacités intellectuelles altérées par une maladie comme la trisomie 21, etc. Et qui sont souvent des personnes qui, elles, sont en ESAT. Parce que souvent en ESAT, on trouve des personnes qui sont plutôt des personnes qui ont un handicap de naissance, qui n'ont pas pu suivre un cursus scolaire normal et qui sont généralement en ESAT, pas à vie, mais souvent pour une longue durée. Donc chez Handicher, on n'a pas de personnes ayant un handicap mental, mais on a tout type de handicap. Ça peut être des problèmes psychiques, schizophrénie, bipolarité. On a un jeune non-voyant, on a des personnes qui ont des maladies auto-immunes lourdes et sévères comme la sclérose en plaques, la mucoviscidose, des myopathies, des cancers à répétition. Il n'y a pas de limite. Plus des problèmes moteurs, mais on en a très très peu. On sait que les personnes en fauteuil roulant représentent moins de 3% de l'ensemble des personnes handicapées en France. Personnes handicapées déclarées. Il y a toutes celles qu'on ignore. Et effectivement, chez nous, on n'a personne en fauteuil sur les 24 salariés. Alors que c'est vrai que c'est la symbolique un peu du handicap, on pense souvent avec ce logo. D'accord, alors autre chiffre important, alors moi j'avais 2%, mais il faut croire qu'ils ont peut-être évolué. 2,8. Voilà. C'est pour ça. Un autre chiffre, c'est que, semblerait-il, mais je parle sous votre contrôle, que 50% des personnes, tout du moins en France, sont touchées par le handicap de manière permanente ou temporaire. Donc c'est vrai que le handicap est une réalité, et comme vous le disiez, le handicap, c'est pas seulement une personne non-voyante ou en fauteuil roulant, ça peut être une personne atteinte de diabète, une personne asthmatique aussi, enfin, ça peut être considéré comme des formes de handicap. Ça peut, mais chez nous, c'est des handicaps pratiquement trop légers. D'accord. On fait partie du monde ordinaire, hein, on est une entreprise classique, mais je pense que c'est des personnes qui peuvent très bien aller travailler dans n'importe quel autre type d'entreprise. Nous, on accompagne vraiment des gens qui ont besoin d'adapter leurs horaires de travail, leur temps de travail, et d'avoir un business model un peu atypique qui fait que c'est pas une entreprise qu'on crée pour faire fortune, surtout quand on est indépendant comme nous. Les salaires sont plutôt bas, y compris pour la dirigeante. C'est par passion que vous faites ça, complètement. C'est par passion, oui, voilà. Olivier Rouvière, insertion et numérique, c'est quelque chose qui parle à la métropole ou pas du tout? Je connais un peu la réponse. Mais... Heureusement, ça parle. Nous, on a au moins deux enjeux sur le numérique. Il y a à la fois la fracture numérique, qui est un vrai sujet pour des personnes qui sont en grande précarité et pour lesquelles tous les services publics qui deviennent numériques, du coup, ils sont plus difficiles d'accès. Donc, il y a une réflexion à avoir sur ce sujet-là, de comment les personnes elles déclarent leurs ressources à la CAF, comment elles s'inscrivent à Pôle emploi. Enfin, aujourd'hui, sans le numérique, c'est quand même très difficile d'agir. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur ce sujet-là.
Le deuxième sujet, c'est le potentiel d'emploi énorme dans le numérique qui arrive et sur lesquels la métropole n'a pas attendu et s'est emparée tout de suite, puisqu'on a d'ores et déjà monté une action pour former des personnes sur des métiers de développeurs, et on a pu assez rapidement, assez curieusement, ça nous a même étonné nous, mobiliser très rapidement, là c'est 15 personnes qui sont concernées, donc 15 allocataires du RSA qui vont pouvoir être formés sur ces métiers-là. Avec l'avantage de ces métiers-là, c'est qu'il y a une évolution et une structuration en cours de ces métiers, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément encore beaucoup de formations adaptées, ou en tout cas pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à aller sur ces métiers-là tout de suite, parce que les formations, elles sont récentes, hein, les écoles, elles se développent maintenant essentiellement, et du coup, il y a une vraie opportunité pour des personnes d'insertion. Alors bien sûr, on ne parle pas des personnes les plus éloignées de l'emploi pour le coup, mais des personnes qui ont des capacités ou une appétence aux mathématiques notamment, puisque c'est surtout ces personnes-là qui sont recrutées, peuvent accéder avec des niveaux de diplôme infra-bac, ce qui n'était pas forcément la vision première qu'on peut avoir de ces métiers-là. Donc c'est un vrai enjeu et un vrai challenge pour nous également. Très bien, merci. Alors Bruno Dolette, si vous me disiez en aparté au téléphone que c'est vrai que le numérique est peut-être n'est pas trop prépondérant dans votre métier. Alors il y a peut-être un autre enjeu aussi que j'évoquais, c'est la notion du changement de regard des jeunes générations par rapport au travail. Le rapport au travail change, ça peut même créer des chocs générationnels. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez et comment dans votre processus d'insertion vous le prenez en compte ? J'ai juste fait une petite parenthèse par rapport au numérique. Je vous en prie. Certes, les métiers de la logistique, on a plutôt coutume de dire, que ce soit les métiers de la logistique ou des métiers du transport, de dire que ce sont des métiers simples, nécessitant de basses qualifications, etc. Il faut savoir que nos métiers s'adaptent à nos clients. Et nos clients sont de plus en plus dans le numérique. On le voit à travers le e-commerce, par exemple. Et les populations que l'on va insérer, soit via la structure login, soit dans le transport avec la Driver Academy, qui est important, c'est que toutes les personnes qui ont, comme le disait monsieur, des appétences aux outils numériques, ça va faciliter leur insertion au sein de notre entreprise, parce qu'on travaille de plus en plus avec des logiciels spécifiques dédiés à la gestion d'entrepôt. On travaille de plus en plus, nos conducteurs travaillent tous maintenant avec des smartphones pour gérer leurs tournées, pour utiliser le GPS classiquement pour être au mieux, tenir leur délai de tournée, etc. Donc les appétences au numérique va faciliter l'insertion. Et les jeunes générations, notamment, pour faire le lien, les jeunes générations sont très à l'aise avec les outils numériques. Donc on n'est pas tant sur ces thématiques-là, on est plus sur des thématiques de savoir-être avec les jeunes générations. Voilà, s'habituer à se lever très tôt. Il ne faut pas faire un focus non plus en disant que les jeunes travaillent mieux quand ils arrivent à 9h ou à 10h, ça, je ne sais pas du tout cela. Mais nos métiers sont des métiers difficiles. Un métier de conducteur, en règle générale, un conducteur, il commence plutôt à 2 ou 3 heures du matin. Parce que c'est surtout le matin qu'on fait les tournées, en particulier quand on sert les villes. On évite de rouler quand tout le monde part au travail. Dans les métiers de la logistique, c'est pareil. On est souvent confronté à des équipes postées 2-7 ou 3-8. Et donc forcément, avec des rythmes de travail où certaines générations ne sont pas habituées en sortant de l'école. Donc notre objectif par l'insertion, c'est justement d'apprendre ce savoir-être et de leur remettre le pied. Mais ce qui est intéressant dans vos discours à tous les deux, c'est que vous êtes obligés, enfin vos structures d'insertion sont obligées de s'adapter un peu au public que vous avez en face. C'est pas le public qui s'adapte aux structures que vous êtes. Et ça, il me semble que c'est un levier aussi pour l'insertion aujourd'hui. Cette capacité d'adaptation et de flexibilité que vous avez. Je pense que c'est un vrai partenariat pour moi. D'accord. C'est-à-dire qu'entre guillemets, nos structures se doivent de s'adapter et de faciliter l'insertion, mais en retour, on attend également que les gens s'adaptent au monde du travail et aux contraintes du monde du travail. Ce que vous disiez pour les horaires, par exemple, voilà. Les taux, etc. D'accord. Du coup, peut-être une autre question, c'est, on a bien compris le rôle des acteurs que vous représentez, vous êtes un panel intéressant, mais quelle synergie on peut imaginer entre des acteurs tels que vous, on va dire une plus grosse structure comme Expo Logistique, un peu plus petite comme Handyshare, une grosse institution comme la métropole. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors qu'est-ce qui existe déjà? Qu'est-ce qu'on peut imaginer à plus long terme? Olivier? Ouais, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la création de la métropole, c'est vrai que l'enjeu, c'est de sortir justement des questions d'insertion qu'on traitait habituellement. J'ai caricaturé un petit peu, mais c'est vrai que sur l'insertion, habituellement, on accompagne les personnes dans le cadre d'un projet, d'un parcours. C'est long, et au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, le métier sur lequel on a préparé la personne, il n'existe pas, il n'existe plus. Les conditions, la personne avait mal mesuré ce que c'était en réalité l'impact du métier. Comme la logistique, on voit plein de personnes qui se forment
pour avoir des CACES, pour un certain nombre de diplômes, de capacités. Une fois qu'ils y sont, ils disent ah ben non, finalement c'est pas pour moi. Et vraiment le travail qu'on souhaite mener nous dans le cadre des actions que mène la métropole, c'est justement d'inverser un peu la tendance par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur l'adaptation aussi des publics. Les entreprises, elles sont sur le territoire, elles ont des besoins sur leur territoire. On peut travailler sur comment elles intègrent les personnes, comment elles recrutent les personnes, c'est-à-dire sortir. En tout cas, c'est notre enjeu pour les bénéficiaires du RSA, du CV, de la lettre de motivation, où on sait que c'est complètement pas le bon outil, parce qu'on va présenter les personnes avec des CV à trous et qui passeront toujours à la fin. Mais comment on s'appuie, comme sur le numérique, sur les compétences, les capacités A, et de travailler avec l'entreprise en leur disant, voilà, moi je vais vous garantir un peu la personne, parce que je l'ai accompagnée, je la connais, j'ai travaillé avec, ce que vous disiez tout à l'heure sur les structures d'insertion par activité économique, c'est ça, c'est des personnes qui ont travaillé. Du coup, on sait comment elles se comportent en milieu de travail, et on peut les proposer à l'entreprise. Donc c'est tout l'enjeu que nous, on souhaite avoir, de confronter beaucoup plus vite les personnes à l'entreprise, de mieux connaître les métiers également que peut proposer l'entreprise. Et dans ce cadre-là, on a, nous, au niveau de la métropole, développé ce qu'on appelle la charte des 1000. Donc c'est 1000 entreprises qui s'engagent pour les questions d'insertion et d'emploi. Donc l'objectif, c'est d'atteindre 1000 d'ici 2020. On est déjà à plus de 500. Et la collectivité, elle n'existe que depuis 2 ans. Donc vous voyez que c'est un mouvement qui prend vite de l'ampleur, avec justement un travail au plus près de l'entreprise pour répondre à ses besoins, mais aussi travailler avec elle sur sa représentation de ses besoins. Donc c'est dire à l'entreprise, parfois elle propose des offres d'emploi, mais parce que je parle essentiellement des TPE là, en l'occurrence, elles n'identifient pas forcément bien le besoin qu'elles ont et les compétences qu'elles ont en interne, et du coup il faut retravailler aussi sur la candidature. Donc c'est des postes, on a mis des postes en place justement pour rencontrer l'entreprise dans ce cadre-là, qu'on appelle des chargés de liaison entreprise-emploi, qui travaillent avec les développeurs économiques, du coup au plus près des entreprises du territoire, et qui permettent justement de travailler sur ces questions RH, insertion, et de lever les différents freins qu'on peut avoir. Donc c'est notamment les témoignages qui vont être apportés, j'imagine. Bruno Deleati, si vous voulez compléter, ou Patricia, si vous voulez. Ce qui est important de noter, c'est que le groupe, et notamment la structure Logins, qui a été créée par le groupe Norbert d'Entresangles à l'époque et maintenant XPO, on ne vient pas en concurrence de la structure de Madame. C'est-à-dire que, en fait, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, les fonds publics, nous allons chercher des fonds publics, mais de manière très infime. C'est-à-dire qu'en fait, la société Login, c'est une société qui n'est pas à but non lucratif. La société Login a un chiffre d'affaires, a des résultats, et s'autofinance, et également profite de la structure du groupe XPO, et notamment de ses entrepôts, pour bénéficier et être accueilli au sein de ces entrepôts. Donc notre objectif par rapport à ça, c'est plutôt de développer des partenariats, si on doit aller dans le sens de votre question, de développer des partenariats avec les acteurs publics, alors liés directs notamment, on travaille beaucoup avec les directs, on travaille avec Pôle emploi, on travaille avec les acteurs économiques que peuvent être l'ARACT, que peuvent être aussi certains organismes de formation, pour monter des programmes complets de formation qualifiante, après avoir identifié justement par rapport à nos métiers de la logistique ou nos métiers du transport, les besoins en compétences actuels et futurs. Voilà, donc ça c'est vraiment le partenariat qu'on essaie de tisser avec tous les acteurs locaux, et on a des exemples concrets là qu'on est en train de mettre en œuvre. Avec l'idée de bien connaître les besoins pour optimiser la réponse à ces besoins que vous apportez. Ah oui, ça passe obligatoirement par une bonne connaissance du marché de l'emploi, du tissu économique et des réels besoins en compétences actuels, mais également futurs. Le numérique en fait partie notamment. D'accord. Alors Patrice, juste, vous allez répondre juste pour que nos participants comprennent bien. Donc si je reprends ce que vous nous avez dit, un ESAT, c'est financé à 100% par l'État. Quasiment, oui. Quasiment. Alors qu'une entreprise adaptée, on est financé, alors ça varie d'une entreprise adaptée à l'autre, entre 0 et 15, 20, 30, 35% par l'État, avec ce qu'on appelle de l'aide au poste. On va dire qu'il y a un gros gâteau sur le plan national qui s'appelle l'aide au poste, et qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent manger dessus. Et que du coup ça devient compliqué parce que quand on a soi-même en tant qu'entreprise adaptée une croissance, eh ben, on sait que les aides de l'État diminuent. L'État nous a d'ailleurs annoncé, c'est pas une très bonne nouvelle, mais que les aides de 2018 à partir de juin-juillet normalement devaient baisser aussi de façon très significative.
Donc ça pourra remettre en cause le business model des entreprises adaptées, notamment des entreprises adaptées indépendantes, puisqu'on estime que sur les 40 000 personnes travaillant en entreprise adaptée, 50% d'entre elles pourraient être en difficulté suite à ces modifications réglementaires. À venir pour quand, vous avez dit ? Ils annoncent ça pour mi-2018. Hein. C'est ce qu'on entend dire. Après, il n'y a encore pas grand-chose de fait. Il y a pas mal de structures qui sont montées au créneau, justement, en disant « Attention, vous allez tuer l'emploi ». Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment fonctionne une entreprise adaptée. Donc, on a potentiellement des aides de l'État. Et le fait d'être en entreprise adaptée permet à nos clients de réduire leur contribution handicap. Donc, ce que vous souleviez comme question est une question intéressante et je pense qu'il faudra en débattre avec même l'État. C'est qu'il y a soit des entreprises adaptées indépendantes, comme nous, où je vous dis franchement, moi, je suis à 2 000 € par mois. Bon, en tant que chef d'entreprise qui travaille 15 heures par jour, qui pendant 3 ans a pas eu de week-end, pas eu de vacances, avec 4 enfants, un mari jamais là, c'est pas, je peux vous dire que ramené au salaire horaire, j'aurais mieux fait d'être ou femme de ménage ou je sais pas quoi, j'étais mieux payée. Bref, mais ça c'est un autre débat puisque je le fais par conviction. Mais ça veut dire que face à nous, je dirais qu'on a de plus en plus de grands groupes qui ouvrent des entreprises adaptées et qui bénéficient donc d'aide de l'État pour ouvrir leur entreprise adaptée. Donc forcément, les indépendants en ont moins. Et qui ont un avantage concurrentiel par rapport à des entreprises concurrentes dans leur domaine d'activité, puisqu'ils peuvent faire bénéficier leurs clients de réduction de contribution. Et je sais que, on n'est pas concurrents directement parce qu'on n'est pas sur les mêmes activités, mais je sais que dans l'Ain, il y a plusieurs entreprises adaptées qui peuvent souffrir de votre présence, qui sont sur des métiers proches. Du coup, on se demande si avec l'ouverture des entreprises adaptées par les grands groupes, on ne va pas avoir quelque part un transfert d'emplois depuis les entreprises adaptées indépendantes vers les entreprises adaptées des grands groupes, mais sans forcément création de valeur. C'est la question qu'on se pose. Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faudrait qu'on en parle avec l'État, parce que pour nous, finalement, on est un peu les ambulances, mais on a l'impression qu'on tire vraiment sur l'ambulance de plus en plus, et on se dit jusqu'où on va pouvoir tenir comme ça. Moi, ce que j'ai dit à l'État, c'est il y a un moment, je vais vendre mon entreprise adaptée à un grand groupe. Voilà. Est-ce que c'est le sens de la loi de 2005? Je ne suis pas sûre. Dans la loi de 2005, l'État demande aux entreprises lambda d'embaucher 6% de travailleurs handicapés. Il ne leur a jamais demandé d'ouvrir des entreprises adaptées. Donc voilà, c'est un peu... Enfin, je dirais que c'est une réflexion. Encore une fois, il faudrait en reparler. Mais il y a quand même... je dirais que c'est pas la même chose. Nous, si on a un problème, on se débrouille tout seul, on met la clé sous la porte. Une entreprise adaptée rattachée à un grand groupe, le grand groupe peut intervenir, peut l'aider. C'est pas pareil. On joue pas dans la même catégorie. Alors Bruno Delati, vous voulez peut-être réagir parce que c'est vrai que pour que vous compreniez bien la question qui aurait été la mienne dans quelques instants, c'est vrai que dans une logique de solidarité et pour optimiser l'action des acteurs de l'insertion, on pourrait penser logiquement qu'un grand groupe effectivement qui a plus de moyens, on va dire qu'une petite structure pourrait, on va dire, laisser la part du gâteau, pour reprendre votre terme, à d'autres petites structures. Mais vous m'expliquez en fait qu'il y a une importance, que c'est cette notion de financement public qui est important pour vous aussi dans votre démarche. Vous pouvez nous expliquer Oui, alors, j'ai juste, dans la plaine de l'Ain, on a 38 personnes qui travaillent pour la structure adaptée Logins. Mais c'est une plateforme d'insertion, je le redis. Les gens n'ont pas vocation à travailler définitivement pour Logins, mais plutôt de reprendre pied dans le monde du travail et parfois de rester chez XPO, mais parfois d'aller travailler dans d'autres entreprises. Je pense que ce qui est important de noter, c'est que nous-mêmes, avant même la création de Logins, on a eu la volonté de gérer les fonds, les fameux fonds qui nous permettent de bénéficier d'exonération de l'État, par la signature d'accords handicap en interne. Voilà. Donc on a géré nos propres fonds, au lieu de les reverser à l'État, effectivement, de gérer et de favoriser l'embauche de travailleurs handicapés. On doit être à peu près à un peu plus de 10% d'embauche de travailleurs handicapés au sein de la division Logistique France. Donc je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas, oui, c'est un vaste débat de savoir si on vient en concurrence avec vous ou pas. Nous sommes un grand groupe et nous avons l'opportunité de pouvoir favoriser et d'avoir des contacts avec des clients assez prestigieux, qui nous confie un certain nombre de prestations, mais des prestations classiques que nous avons depuis des années. Et c'est à l'intérieur de ces prestations classiques que nous avons des petites parts de marché qui peuvent favoriser l'insertion de personnes en grande exclusion. Voilà. Mais
C'était peut-être un autre débat, mais c'était intéressant de préciser qu'on comprenne bien comment ça se passe au niveau des acteurs que vous êtes. Alors peut-être une autre question un peu provocatrice, parce que comme je le disais en introduction, depuis... celle-là, elle était déjà... Attends, c'est pour la métropole. C'est que l'insertion, le terme d'insertion existe depuis 40 ans. On pourrait penser légitimement que si l'insertion existe toujours, est-ce que c'est pas un combat sans fin, l'insertion? Est-ce qu'il y aurait une fin? Puisqu'on sait que la société, de manière générale, crée l'exclusion. C'est d'autant plus vrai dans les grandes métropoles. Qui dit exclusion dit nécessité d'insertion, justement. On a l'impression que c'est un cercle vicieux. Est-ce qu'on peut imaginer une porte de sortie? Comme ça me permettra de faire le lien avec comment innover, justement. Olivier. Merci pour la question. C'est un sujet un peu compliqué puisque au niveau national, si on regarde ne serait-ce que la France par rapport aux autres pays européens, on sait que notre taux de chômage sera systématiquement plus élevé que dans d'autres pays. En tout cas, un certain nombre d'études le montrent, ce qui fait qu'il y a effectivement toujours un nombre de personnes qui seront au chômage ou en insertion. Alors après, c'est toujours où on met la frontière entre les deux, à partir de quand, par rapport à votre question tout à l'heure, on tombe dans l'insertion ou juste on est en demande d'emploi. En tout cas, on sait qu'au vu de l'économie actuelle, il y aura toujours de l'insertion. Alors après, ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas des évolutions économiques majeures ou des réformes majeures au niveau national qui modifieront ce cadre-là. Je ne sais pas d'ailleurs lesquelles il faudrait prendre. Et si on le savait, je pense que ça serait déjà réglé. Mais oui, il y aura toujours des questions d'insertion. La question, c'est comment on fait l'insertion. Enfin, le débat de tout à l'heure, je trouve, était assez intéressant, puisqu'on se retrouve dans une situation historique où avant, l'insertion était cloisonnée, entre guillemets, où c'était toujours des associations qui intervenaient pour ces publics en insertion, surtout sur une fibre très sociale, sociétale, de comment on intervient pour ces publics-là. On voit que le paradigme il est en train de changer. La métropole, c'est un exemple sur son territoire, mais c'est pas que la métropole qui génère ça, évidemment. XPO n'a pas attendu la métropole pour avoir une stratégie sur ce volet-là. On voit que l'entreprise, aujourd'hui, elle se saisit de ces questions-là. Alors, il y a évidemment parfois des enjeux financiers, il y a des enjeux de réponse à une problématique de handicap, en l'occurrence, dans ce cadre-là. Mais sur l'insertion en général, c'est un peu la même chose. Enfin, il y a l'Olympique Lyonnais, notamment, qui, dans le cadre de son grand stade, a fait de l'insertion pour la construction, qui a mis en place une cité des entreprises au sein de son stade. Alors, on peut imaginer que l'OL et cité des entreprises, ça ne matche pas tout de suite ensemble. Et pourtant, il y a une volonté de la structure d'avoir une action sur les questions d'emploi et d'insertion. Alors après, ça peut être des stratégies d'image, évidemment. On s'en sert nous aussi. Si l'entreprise a un enjeu par rapport à ça, il faut aussi que ça puisse bénéficier à des personnes en insertion et que du coup, on puisse en faire un vrai levier. Mais l'insertion, pour moi, elle est en train de changer radicalement. Je pense qu'on arrive sur une nouvelle ère de l'insertion plus intégrée entre entreprises et structures d'insertion classiques. Mais l'insertion, il y en aura encore pour quelques années. J'espère pas forcément toujours, mais en tout cas, malheureusement, c'est un sujet un peu éternel. Alors du coup, élément de réponse, Patricia, et puis avec la question derrière, comment on pourrait innover du coup? Alors, il y en aura toujours pour une simple raison que pour qu'il n'y ait pas d'insertion, il faudrait éliminer les causes. Et les causes, comme on les évoquait tout à l'heure, par exemple les addictions, il faut supprimer l'alcool, il faut supprimer la cigarette, mais à ce moment-là, il faut supprimer le chocolat, c'est une forme d'addiction aussi, en période de Noël, sûrement pas. Il faut supprimer la maladie et le handicap, c'est pas nous qui décidons, quand ça vous tombe sur la tête, on décide pas. Il faut supprimer les licenciements, parce que suite à un licenciement, on peut avoir des gens qui tombent dans une spirale infernale. Donc, supprimer l'insertion, je pense que vous avez raison, il y en aura toujours. Parce que intrinsèquement, la collectivité fait qu'il y aura des besoins d'aide de publics qui seront sur le bord de la route. Voilà. Donc, je pense que malheureusement, on n'y arrivera pas. Et je pense, comme vous le disiez, que tout ce qui est insertion se professionnalise. On a une entrée, une vocation sociale, certes, mais on est de plus en plus professionnel. Les clients, quand ils parlent avec nous, ils nous disent « mais vous avez le même langage que nous ». Vous êtes en phase avec nos besoins, avec nos valeurs, avec nos exigences. Et je crois que pendant très longtemps, l'insertion, ça a été un petit peu pour caricaturer, mais des gens qui étaient un peu les 68 arts, peace and love, etc. Mais c'est plus suffisant à l'heure actuelle de vouloir faire que du social. Chez nous, on fait énormément de social. Les salariés décident des choses qu'on met en place. Encore tout à l'heure, je leur ai dit, voilà, on va travailler sur un sujet. Ça peut être les chèques vacances, ça peut être les retraites complémentaires. Et c'est eux qui ont choisi. Ils ont choisi les retraites complémentaires. Mais je leur fais choisir régulièrement. C'est eux qui ont choisi les locaux dans lesquels on est. Donc, qu'il y ait du social, oui. Ils ont de l'intéressement, ils ont une vie comme en entreprise, et plutôt même meilleure pour certains. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne veulent plus retourner dans l'entreprise, parce qu'ils en viennent.
Et en fait, oui, voilà, il y a ce challenge social, mais il faut qu'il y ait du professionnalisme derrière. On ne peut plus se permettre, comme il y a quelques temps, d'être uniquement dans du social pur. Donc innover par la professionnalisation de l'insertion. D'autres leviers peut-être, Bruno Doliati ou... C'est par exemple une clarification des rôles de chacun, puisqu'on. Oui, voilà ce que je disais à un moment donné, l'insertion, effectivement, je pense qu'elle perdurera tout le temps. C'est simplement les acteurs qui doivent s'adapter. Et je pense que les entreprises se doivent de se responsabiliser de plus en plus et favoriser l'insertion. Alors, peut-être pas en créant des structures comme Madame disait, pour venir en concurrence avec la structure de Madame, mais à un moment donné, je pense que des grands, et en particulier des grands groupes se doivent d'être de plus en plus acteurs, parce que nous sommes pourvoyeurs d'emplois, et à ce titre, si on s'engage d'une manière sociétale au niveau de l'insertion, on favorisera l'accès à l'emploi. Donc, je dirais, chacun a son rôle à jouer. C'est ça qui est important. Ah, Patricia m'a dit que vous allez encore plus loin. Je vous propose de compléter. Oui, on va encore plus loin parce qu'en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand on est en position difficile, en difficulté, moi j'ai connu ça, on a besoin qu'on vous tende la main pour vous en sortir. Donc, on tend la main aux personnes, on les embauche, on les forme, on les monte en compétences. Ensuite, si on veut que la personne se construise en tant que personne, il faut qu'à son tour, elle soit capable d'aller vers les autres et d'aider les autres. Donc ça, c'est une deuxième chose qui me paraît fondamentale. Donc nous, on a monté un projet qui est un projet solidaire bénévole avec l'équipe, avec un pays, moi, qui m'a toujours beaucoup touchée, qui s'appelle Madagascar, qui est un des plus pauvres au monde. On a lancé un projet il y a déjà 8 ans avec nos 4 enfants et avec mon mari. En revenant d'un voyage, moi j'ai une passion qui est la photo, on a fait un bouquin, tout le monde nous a dit vous n'y arriverez jamais. En un an, on a vendu 4000 exemplaires, on a dégagé 120 000 € de bénéfices qu'on a donné à une association lyonnaise et on a construit avec eux 8 écoles et scolarisé plus de 1000 enfants là-bas. Pourquoi ça ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que du coup, on a lancé le projet aussi avec l'équipe. On a fait un deuxième bouquin cette année, préfacé par Yann Arthus Bertrand. Et l'idée, c'est été 2019, on part là-bas et c'est des salariés en situation de handicap qui vont aller donner un coup de main à des personnes qui n'ont rien, qui sont dans la rue à Madagascar. Et on a des... Alors là, quand vous parliez de synergie, petite entreprise comme nous et grands groupes, je pense qu'il y a des choses possibles. Là, on a commencé à solliciter des clients pour nous aider à cofinancer ce voyage, parce que c'est quand même un gros morceau. Et on a déjà des clients qui ont dit oui tout de suite, et on a des grands groupes fabuleux autour de nous. Et on est dans une logique maintenant où on se paye le luxe de dire non à certains clients parce qu'on n'est pas en phase sur les valeurs. Notamment, il y a des grands groupes que je ne citerai pas, mais il y a encore pas longtemps, on a dit non à un grand groupe parce qu'en termes d'éthique, on n'était pas en phase. Voilà. D'accord, donc la notion de valeur est importante. Alors peut-être juste avant de vous donner la parole, chers participants, pour raccrocher à la thématique de la journée, Génération 2050. On est en 2050, comment vous voyez l'insertion ou peut-être comment vous aimeriez la voir ? Donc on a déjà eu quelques éléments de réponse. Petit complément ? Plus de solidarité, visiblement ? Oui, c'est ça, je pense qu'à un moment donné... Peut-être que, pour rejoindre ce que disait Madame, c'est d'accentuer encore plus la professionnalisation de l'insertion au travers des différents acteurs économiques, sociaux, étatiques. C'est peut-être ça. L'avenir de l'insertion, c'est peut-être une professionnalisation de l'insertion. Pour justement casser un peu cette image de... pas de misérabilisme, mais qu'on cherche à détruire à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant, ce que vous dites. Il y a une dimension aussi de sensibilisation auprès des acteurs pour changer le regard. En fait. Voilà, de changer le regard. Je pense que tous les acteurs y seront gagnants, même les grands groupes, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Forcément, en participant à l'insertion sociale, on valorise le fait de participer à l'insertion sociale. Et nous, qui sommes prestataires de services, soit en transport, soit en logistique, forcément, c'est quelque chose qu'on peut valoriser auprès de clients, qui eux-mêmes sont sensibilisés. Des clients comme L'Oréal, par exemple, qui sont forcément sensibilisés sur ces sujets-là. Voilà, ça a été dans la région Rhône-Alpes notre premier partenaire. Voilà. Olivier, prêté à l'exercice, vos souhaits éventuellement, ou votre vision sur l'insertion en 2050 ? Oui, sachant que sur l'insertion, on traite le bout de la chaîne aussi. Il y a un enjeu, je pense, d'ici à 2050 aussi sur l'éducation. De manière plus générale, on voit trop de personnes qui décrochent, qui n'ont plus les formations adaptées. Donc il y a un enjeu avant l'insertion d'amener les personnes assez rapidement vers les filières qui recrutent et qui sont plus adaptées aux personnes et qu'on n'attende pas
les personnes sont en échec pour les orienter où il faut. Donc il y a un premier volet sur cette question-là. Et le deuxième volet, je pense, c'est ce qu'on a largement évoqué, c'est la responsabilité sociétale des entreprises qui est en train de prendre une place au-delà de la loi, qui change, où il y a une volonté, en tout cas c'est ce qu'on constate chez un certain nombre d'entreprises, il ne faut pas extrapoler, on ne dit pas que c'est toutes les entreprises et que tout le monde va s'y mettre, c'est des questions éminemment complexes, sensibles, des questions de valeur, comme vous évoquiez tout à l'heure également, mais c'est vrai que les entreprises, elles sont sur un territoire, et si elles veulent aussi recruter demain, il faut qu'elles comprennent qu'elles doivent contribuer aussi quelque part à ce que les personnes puissent être employables. Alors c'est un peu naïf ce que je dis, mais c'est un peu le schéma, c'est-à-dire que sur le territoire, pour qu'ils aient des clients demain, il faut qu'il y ait des consommateurs, et pour qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait des personnes qui aient une rémunération. Donc ça, je pense que tout le monde est en capacité de le comprendre. C'est le cercle un peu vertueux qu'on essaie de travailler. Les entreprises, voilà, elles se mobilisent, pour une partie d'entre elles en tout cas, sur ces questions-là, en souhaitant et en espérant que ça fasse effectivement boule de neige aussi, que tout le monde puisse s'y retrouver, notre vocation, c'est vraiment de les accompagner et de permettre à les personnes en précarité aujourd'hui d'être le moins possible et de trouver du coup des solutions emploi. Merci pour ces compléments. Patricia, oui, je vous propose, et puis après on fera un tour de questions avec nos participants. Alors, juste, je pense qu'il faudra des arbitrages pour tout cela et que faudra que l'État effectivement vienne nous voir, parce que en ce moment on a pas mal de gens nouveaux dans l'État, c'est très bien. Ce sont des gens du terrain souvent, mais qui ne connaissent pas forcément nos métiers, notre situation. Et il ne faut pas qu'on arrive à une situation qui oppose tôt ou tard des grands groupes qui auront la force économique, la force du grand groupe, avec des petites structures qui fonctionnent plus avec la force du cœur et qui n'ont pas forcément les mêmes moyens à long terme. Merci.